Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver et nos programmes en langue française qui vont se poursuivre jusqu'à 20h local du Caire. J'espère que vous passerez agréablement en notre compagnie. Tout de suite, le journal en compagnie de Yara Choucha. Bonsoir Yara. Bonsoir Nermine, bonsoir tout le monde et voici les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi affirme que l'État continuera à soutenir et à renforcer les personnes aux besoins spécifiques. 9 personnes tuées hier dans des frappes israéliennes sur des villages du sud du Liban. Et la coalition de rebelles s'approche de Hama, où les forces du régime tentent de barrer l'accès, appuyées par l'aviation russe. Passons aux détails des nouvelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'État continuera à soutenir et à renforcer les personnes ayant des besoins spécifiques car la nation avance avec l'aide de tout son peuple. Le président s'exprimait dans un tweet sur sa page officielle Facebook à l'occasion de la journée internationale des personnes aux besoins spécifiques. Le chef de l'État a affirmé que nos enfants sont une bénédiction pour la nation et un don du bon Dieu, le Tout-Puissant. Le président el-Sisi a également remercié leurs familles pour leur soutien et leur confiance, qui sont des compétences exceptionnelles dont nous sommes très fiers. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu aujourd'hui une réunion pour faire le suivi des projets et des services actuellement en cours dans le gouvernorat de Fayoum. La réunion intervient dans le cadre du suivi continu de tous les projets de développement mis en place dans les divers gouvernorats de la République, en particulier les projets de l'initiative présidentielle de vie décente visant à lever le niveau de vie de quelques 60 millions de citoyens dans les villages égyptiens. Au cours de cette réunion, M. Madbouli a examiné plusieurs dossiers tels que l'équilibre environnemental du lac Qaroun et les efforts du gouvernorat en faveur de la promotion du tourisme et le développement touristique du lac. Le protocole de coopération avec l'Autorité nationale de la télédétection et des sciences spatiales a également fait sujet d'examen. Neuf personnes ont été tuées hier dans des frappes israéliennes sur des villages du sud du Liban après qu'Israël a annoncé frapper des dizaines de cibles du Hezbollah en représailles à une attaque revendiquée pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu qui tient d'après Washington. Le ministère libanais de la Santé a indiqué que les raids avaient tué 5 personnes dans le village de Haris, puis 4 dans celui de Talousa, dans le sud du pays. Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a déclaré que les États-Unis, principal allié d'Israël, ont affirmé que la trêve en vigueur depuis le 27 novembre tenaient et qu'ils examinaient les accusations des deux camps. Auparavant, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, avait affirmé qu'Israël avait violé au moins 54 reprises le cessez-le-feu. Le Hezbollah, de son côté, a dit avoir mené des tirs sur une position militaire israélienne sur les collines occupées de Kfr Shouba, zone voisine des fermes de Sheba, et actuellement sous contrôle de l'armée israélienne. En Syrie, la coalition de rebelles menée par des radicaux qui a lancé une offensive dans le nord s'approche aujourd'hui de Hama, une ville clé du centre du pays, dont les forces du régime tentent de barrer l'accès, appuyées par l'aviation russe. Face à cette reprise des hostilités à grande échelle en Syrie, après plus d'une décennie de guerre civile, les appels internationaux à la désescalade se multiplient. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, a indiqué que de violents affrontements se déroulent dans le nord de la province
province de Hama, alors que les aviations russes et syriennes mènent des dizaines de frappes sur des positions rebelles. Des dizaines de chars et de véhicules de l'armée syrienne se sont abandonnés sur la route menant à Hama et l'armée avait annoncé auparavant avoir envoyé des renforts vers la région pour ralentir la progression des rebelles. L'ONU a indiqué aujourd'hui que les attaques contre les civils et le système de santé dans le nord-ouest de la Syrie sont extrêmement préoccupantes après la récente escalade de la violence dans cette région ayant poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir. Lors d'un point de presse, un porte-parole à Genève a déclaré que le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme est extrêmement préoccupé par l'escalade des hostilités dans le nord-ouest de la Syrie depuis le 27 novembre, qui aggrave encore les souffrances endurées par des millions de civils, relevant que c'est tragique. En parallèle, a-t-il indiqué que l'aide vitale n'arrive pas à atteindre la zone de conflit, tandis que les hôpitaux et les établissements de santé publics d'Alep sont débordés. Participant au point de presse depuis Damas, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé en Syrie a aussi souligné que la récente escalade de la violence dans le nord-ouest de la Syrie a non seulement coûté des vies, mais également mis à rude épreuve un système de santé déjà fragile, en particulier à Alep, Idlib et Hama. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelghati, a affirmé la réussite de la conférence ministérielle du Caire sur le renforcement de la réponse humanitaire pour Gaza. Dans des déclarations aux rédacteurs de la presse, le chef de la diplomatie a souligné que la tenue de la conférence sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était une importante raison pour sa réussite. M. Abdelghati a d'autre part indiqué qu'un nombre précis des participants ont été invités à la conférence, mais que d'autres pays et organisations ont demandé d'y participer et le nombre des participants a dépassé les 100 délégations. Le mouvement palestinien Hamas et le Fatah, parti du président palestinien Mahmoud Abbas, se sont mis d'accord sur la formation d'un comité chargé d'administrer la bande de Gaza après la guerre. À l'issue de discussions au Caire sous l'égide des autorités égyptiennes, Hamas et Fatah ont approuvé un projet d'accord devant être validé par un décret présidentiel de M. Abbas. Selon le texte du projet, le comité devant être formé de 10 à 15 personnalités non affiliées à l'un ou l'autre mouvement, autorité sur toutes les affaires relatives à l'éducation, la santé, l'économie et la reconstruction en coordination avec le gouvernement de l'autorité palestinienne à Ramallah. Le comité serait également chargé d'administrer la partie palestinienne du point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte, seule porte du petit territoire sur un pays autre qu'Israël. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé hier un nouveau bilan de 44 502,23. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a souligné la nécessité d'aboutir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza pour y mettre fin à la guerre. M. Blinken s'exprimait lors de son entretien avec le ministre israélien des Affaires stratégiques pour examiner le dossier de la libération des otages israéliens et les derniers développements au Liban. M. Blinken a d'autre part exigé qu'Israël prenne des mesures supplémentaires pour faciliter l'accès des aides humanitaires dans la bande de Gaza. Les deux ministres ont également débattu de la feuille de route de l'après-guerre. Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté au moins 18 Palestiniens en Cisjordanie, dont des enfants et d'anciennes personnes, selon l'autorité des affaires des détenus et des libérés. Les arrestations ont eu lieu à Selfit, à Hébron, à Ramallah, à Bethléem, à Naplouse et à Jérusalem. Les forces de l'occupation israélienne ont également mené des perquisitions et des investigations contre des dizaines de Palestiniens, menaçant leurs familles d'arrestation. Le bilan des personnes arrêtées depuis le début de la guerre à Gaza s'est élevé à 11 900 Palestiniens en Cisjordanie et Jérusalem.
L'Ukraine a dit aujourd'hui avoir empêché les Russes de franchir la rivière Oskil près de la ville de Kupiansk dans l'est du pays, une barrière naturelle qui fait office de démarcation naturelle dans cette zone au moment où les forces de Moscou grignotent du terrain à d'autres endroits du front. La Russie n'a pas commenté ces déclarations. Le ministre russe de la Défense s'est borné de son côté à dire que ses troupes avaient amélioré leur position tactique près de la ville de Kupiansk, sans donner plus de précision, citant que la création d'une tête de pont russe dans cette zone risquerait de compliquer davantage la défense de Kupiansk, nœud ferroviaire important situé à une vingtaine de kilomètres au sud. L'armée russe a par ailleurs revendiqué aujourd'hui la conquête de 2 villages dans les régions ukrainiennes de Donetsk et de Zaporizhzhia, où ses troupes plus nombreuses que celles de Kiev sont à l'offensive et gagnent du terrain sur l'ensemble du front à une vitesse inédite depuis mars 2022. 26 personnes ont été blessées, en majorité des manifestants, lors des heurts hier soir avec la police en Géorgie, ont annoncé aujourd'hui les autorités. Alors qu'une 6e nuit de protestation pro-européenne émaillée de violence se prépare. Plus de détails dans ce compte-rendu. Des milliers de manifestants s'étaient à nouveau réunis hier soir à Tbilissi, la capitale géorgienne, pour le 5e jour d'une mobilisation d'ampleur contre le gouvernement. Les secouristes ont transporté 26 personnes vers des infrastructures médicales, dont 23 manifestants et 3 policiers, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué. Le parti Rêve géorgien, au pouvoir depuis 2012, a déclenché jeudi ses protestations en repoussant à 2028 des négociations d'adhésion avec l'Union européenne, un objectif inscrit dans la constitution de cette ex-république soviétique. L'opposition accuse le gouvernement de vouloir se rapprocher de Moscou et d'imiter ses méthodes répressives et autoritaires. Les Géorgiens défilent donc pour l'Union européenne tout autant que contre la Russie voisine, la foule scandant régulièrement des slogans hostiles au Kremlin. Des manifestations ont aussi eu lieu ailleurs dans le pays, comme à Batumi, la 2e ville de Géorgie. Lundi soir, les forces de l'ordre ont utilisé de puissants jets d'eau et de gaz lacrymogène dès le milieu de soirée pour disperser la foule qui a répliqué avec des tirs de feu d'artifice. Tous les soirs, les policiers veulent ainsi chasser les protestataires de la place du Parlement, épicentre de la mobilisation et des tensions. Plusieurs dizaines de manifestants, journalistes et policiers ont déjà été blessés lors de heurts en marge de ces rassemblements, même si le chiffre exact n'a pas été établi. Tant que le Premier ministre doit tenir une conférence de presse ce mardi à 10h GMT, comme tout il l'avait fait la veille selon son équipe. Le vice-premier ministre au développement industriel et ministre de l'Industrie et des Transports, Kamel Al-Wazir, a ordonné la création d'une usine pour produire des composants de la signalisation ferroviaire et des systèmes de contrôle automatique européens dans le but de localiser ces industries de haute technologie en Égypte et pour réduire la dépendance à la composante étrangère et de faire de l'Égypte un centre régional spécialisé dans ces industries. Kamel Al-Wazir s'est exprimé lors d'une réunion tenue avec un nombre de dirigeants de grandes entreprises internationales spécialisées dans le domaine ferroviaire et des transports intelligents au cours de sa visite actuelle en Italie.
Le Bayern Munich va devoir trouver des solutions lors d'un 8e de finale choc en Coupe d'Allemagne contre le tenant du titre, le Bayer Leverkusen, ce soir à l'Allianz Arena. Invaincu sur la scène nationale depuis le début de la saison, le Bayern a concédé 3 matchs nuls en Bundesliga. Le premier contre le Bayer Leverkusen, auteur de la saison parfaite en 2023-2024 avec un doublé Coupe-Championnat. Pour le 3e match en 7 jours, après le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, l'entraîneur Vincent Kompany va devoir faire sans Harry Kane, qui a le score de 20 buts cette saison, toute compétition confondue, victime d'une petite déchirure musculaire à l'arrière de la cuisse droite à Dortmund. En face, le Bayer Leverkusen est aussi handicapé par une cascade de blessures dans le secteur offensif. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi agréablement avec la suite de nos programmes.